aujourd'hui, nous recevons Michaël Lachance, qui est professeur titulaire en théorie esthétique à l'UQAC, qui est aussi chercheur au Centre de recherche culture-art, ce qu'on appelle le CELA. Michaël Lachance est essayiste, bonjour, prosateur, mais essayiste, poète, vous écrivez quand même beaucoup. Vous avez une quinzaine d'œuvres à votre... oui, à peu près. La liste s'allonge. La liste s'allonge. Il y a 5 ans, on vous recevait comme prix Récit. Vous aviez le prix Récit pour en effet. Épisodie, qui est une œuvre publiée à la Peuplade. Cette année, vous êtes le gagnant du prix Récit toujours, mais avec une autre œuvre qui s'appelle Une épine empourprée. Une épine empourprée, qui est une œuvre beaucoup plus personnelle encore, une œuvre qui prend son fondement dans une expérience personnelle. Absolument. Un AVC. Oui. En octobre 2017. Vous parlez d'une fleur de sang. Oui, exactement. Ce qui est intéressant là-dedans, en tout cas particulier, c'est que vous avez documenté, vous avez raconté, dès le départ, dès votre AVC, vous avez pensé à en parler ou en tout cas à partager cette expérience-là. Absolument, à prendre des notes. Bien entendu, on a parlé d'une liste de livres, bien entendu, l'écriture, c'est un peu mon quotidien. Je suis toujours comme arrimé, attaché à des projets. Je ne peux pas vivre sans me donner un projet littéraire. J'appelle ça gentiment des boulets de pierre que je me mets aux pieds et dont j'essaie de me libérer par après. Donc je suis toujours attaché à ces tâches que je me donne, quelquefois un peu lourdes, mais disons que c'est un peu ma condition de forçat de l'écriture. Donc l'écriture n'est pas toujours un choix dans ce sens-là, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être vraiment. Et lorsque cet accident est arrivé, c'était tout à fait naturel pour moi de continuer à écrire, puisque c'est une façon de me rapatrier dans mon quotidien, de me resituer dans une vie qui pouvait être un peu familière, dans la mesure où tous mes repères étaient brouillés. Le soi, qui on est, tout d'un coup on se perçoit comme quelque chose d'extrêmement multiple et éclaté, qui est peut-être notre vérité, en fait, si vous enlevez la fiction de la personne que l'on croit être et les histoires qu'on se raconte sur soi-même, peut-être nous sommes faits de parties très composites. Donc d'abord soi-même, les autres aussi, et puis aussi un sentiment qui faisait grand contraste de la situation un peu tragique que l'on vit, qui est le sentiment du caractère totalement merveilleux de la vie elle-même et du fonctionnement du cerveau. Donc dans quelle mesure c'était moi qui essayais de décrire la situation que je vivais, ou mon cerveau qui essayait de se reconstituer et de retrouver une certaine cohérence en allant puiser dans sa mémoire, allant puiser dans une façon d'interroger mon entourage, le monde qui m'entoure. Donc je pense que ça tenait des deux en même temps. Mais dès le départ, c'était d'intellectualiser, on peut dire, cet événement-là très... D'abord, on ne sait pas très au cœur de votre chair, si je peux dire. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes atteint au cerveau. C'est une blessure invisible, mais c'est une blessure réelle. Et chez certaines gens, elle a des conséquences absolument désastreuses. Et lorsque vous êtes dans une clinique de neurologie, vous avez des gens dans le lit d'à côté qui pensent qu'ils sont... On leur demande « Où c'est que vous êtes ?» On dit « Je suis chez Walmart ». Ils ne savent pas du tout où ils sont. « Vous êtes qui ?» Ils ne peuvent pas dire leur nom. Donc, vous êtes entouré. Tout d'un coup, vous êtes dans d'un très très grand désarroi. Et moi, si vous voulez, je me suis un peu dépersonnalisé dans la mesure où il y a des réflexes, comme une espèce de roue mécanique qui ont continué à tourner et qui étaient de l'ordre de la réflexion de c'est quoi le sens, c'est quoi construire un monde visuel et regarder le monde qui est autour de soi. Et je dois dire que ce projet de construire un ensemble de notes n'est pas arrivé comme un livre en premier lieu. C'était juste comme tenter de se donner des repères. Vous regardez, vous comptez les carreaux qui sont au plafond. Vous essayez de trouver de trouver un certain ordre dans les choses. Vous marchez et vous marchez sur la ligne du prélat, du couloir d'hôpital, dans la mesure où vous avez pu, au bout de certains jours, vous lever.
et vous aviez accès donc et vous redécouvrez cette mobilité. Tout doit être repensé, même la déglutition, boire un verre d'eau, il faut se concentrer de comment ça se passe. Là, vous découvrez que des 1000 choses qu'on fait de façon tout à fait automatique et naturelle doivent à ce moment-là, que l'on prenait pour évidentes et acquises, tout d'un coup doivent être réappropriées, on doit se les réapproprier. Quand vous êtes sorti de la clinique 1 mois plus tard, vous avez commencé à mettre les notes, de l'ordre dans les notes. Est-ce que vous aviez déjà en tête un livre qui allait éventuellement être publié chez Triptyque ou c'était juste pour faire du sens dans votre propre cheminement? C'était pour faire du sens, exactement comme vous dites, Marjolaine, c'était pour faire du sens, pour, dans une espèce de journal personnel, d'essayer de faire de cela une progression, d'installer dans ce chaos une espèce de progression. Aventure serait un mot peut-être. Puis aussi, je dois tout de suite le dire, c'est important de le dire aussi, c'était aussi une forme de témoignage de gratitude pour tous les gens qui, par exemple, ma neurologue, le docteur Sylvie Théodore, les gens qui m'ont entouré à l'hôpital de Chicoutimi, qui sont des professionnels absolument remarquables, des gens d'une très grande sensibilité, avec des dons de communication extraordinaires pour rejoindre des gens qui sont ainsi dans une espèce de déperdition d'eux-mêmes et qui font un travail remarquable. Donc j'avais le désir de constituer une forme de journal pour leur offrir ça, et c'est ce que j'ai fait. J'ai rassemblé ces notes dans un premier temps. Je pense que déjà en décembre, j'avais rassemblé assez de notes pour faire une petite publication électronique. Je suis passé par un imprimeur électronique, ça vous envoyez votre texte, il vous renvoie des exemplaires. J'avais fait une quinzaine d'exemplaires que j'ai distribués aux différentes personnes, donc en premier lieu mes neurologues, l'infirmière pivot, les différents intervenants avec qui que j'ai pu rencontrer, l'ergothérapeute par exemple qui m'a fait passer des tests pour juste vous demander vous êtes en jaquette dans une espèce de grande salle et puis on vous demande juste de regarder sur une feuille, puis il y a des petits symboles et puis vous devez reconnaître des cloches parce qu'il y a des parapluies, il y a des lapins, il y a des tigres et tout ça. Ouais. Puis il y a des cloches. Alors elle m'a demandé d'encercler toutes les cloches. Oui. Donc puis je suis chronométré. Tu sais. Là, vous êtes au milieu d'une espèce de grande salle en jaquette. Il y a 2 jours, vous étiez dans une conférence internationale là, avec écouter et là, tout d'un coup, vous êtes dans une salle en train d'encercler des cloches. Et puis je m'étais en train de me dire, mais je suis vraiment devenu un peu cloche. Hein, donc c'est moi la cloche ici. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'à un moment donné dans l'œuvre, vous parlez de l'ego. Hein, oui. Comme vous dites, un professeur d'université qui intellectualise les choses. Puis là, oups, on est ramené un petit peu plus complètement au seuil des choses. Au seuil des choses, avec une grande sensibilité. Et puis, je crois que l'empathie, l'ouverture à l'autre, c'est le travail de toute une vie, à travers des œuvres d'art, certes, des textes littéraires surtout. Je pense qu'il y a un enrichissement de la nature humaine, qui sont les autres, la spécificité de ce qu'ils vivent, s'intéresser à ça. Mais là, je crois que dans une situation comme celle-là, j'étais particulièrement assoiffé de savoir ce que vivaient ces gens-là, et j'ai appris par ailleurs, d'ailleurs, que curieusement, que pour certaines des personnes que j'ai côtoyées, ils vivaient pour certains aussi des drames personnels. On ne devine jamais à quel point tous les gens qui nous entourent sont pris dans des histoires des fois incroyables ou sont dans un processus qu'on ne peut pas deviner. Essayer de comprendre les autres, oui, c'est très très important. Et je crois que quand il vous arrive quelque chose qui vous déstabilise comme ça, vous êtes encore plus sensible à ce qui se passe avec tous les gens qui vous entourent et parce que vous avez besoin d'eux aussi, hein, bien entendu. Souvent, on parle dans l'œuvre aussi de la notion du temps qui passe, de ce qui a été fait, de ce qui nous arrive, de la possibilité de ce qui s'en vient. La notion du temps, c'était quand même un élément important aussi. Très bonne question que vous posez parce que c'est une des premières choses effectivement qui est venue m'interpeller très fortement. Tout d'un coup, j'ai d'abord eu le sentiment qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. J'essayais de faire sens de ce qui m'arrivait, donc en quelque sorte, dans quelle mesure il y avait des signes de cela. Et puis en même temps, j'ai eu, à ce moment-là, on bascule dans une espèce d'élément mystique qu'on essaye de réintégrer aussi de façon plus discursive et rationnelle après, mais le sentiment que quelque part, et là, disons-le un peu comme ça, de façon un peu brute, si vous voulez, que le cerveau n'a pas la temporalité
qui est celle de notre conscience. Et c'est comme si pour notre cerveau, il n'y avait pas de passé, présent, futur. Imaginez un instant que notre cerveau vit déjà les événements du futur. Ou bien encore qu'il y a un mois, votre cerveau vivait déjà les événements d'aujourd'hui. C'est une proposition un peu étrange à imaginer d'essayer de se représenter cette chose-là. Mais c'était un peu l'amorce dans les premières pages, je pense, du livre. Il y a cette réflexion sur le temps et sur une certaine déconstruction finalement des catégories à travers lesquelles on fabrique notre réalité pour comprendre qu'en tant qu'être existant en ce monde, nous sommes en communication avec beaucoup plus de choses. Entre nous, notre communication est beaucoup plus profonde qu'on le croit, et notre connexion à ce monde est beaucoup plus profonde qu'on voudrait bien prendre conscience de la chose, et ça prend peut-être une déstabilisation, un accident comme celui-là, pour tout d'un coup remettre en question notre construction très confortable, bien équarrie du monde, et tout d'un coup aller plus vers l'inconnu, hein, l'inconnu, l'ineffable, parce que c'est comme si vous pouviez trouver dans votre chaos intérieur, à ce moment-là, dans votre confusion, on est confus, quand on a un accident cérébral, je pense que le mot s'applique bien, trouver dans cette confusion une vérité du monde. Mais là, je sens que le propos lui-même est assez ineffable de dire comme ça. Mais c'est important ce que vous dites, parce que autant l'expérience qui est racontée et personnelle, est au cœur d'un individu, autant cette œuvre-là s'ouvre sur l'universalité, notamment avec la philosophie. Moi, ça m'a passionnée de vous entendre parler notamment de Parménide, vous prenez des grands philosophes, là, Socrate, Nietzsche, puis il y a la peinture aussi, Gérard David. Oui, puis vous allez arriver avec la peinture, oui. Puis même la facture de l'œuvre vous allez trouver important de montrer les peintures dont vous parlez. Ça, j'ai trouvé ça fascinant que l'intellectuel revienne quand même très... C'est un cadeau de l'éditeur qui a choisi de mettre des photos couleurs, des peintures de Botticelli, de Louis-Pierre Bougie, de Gérard David. Et ça, c'est quelque chose c'était tout à fait inattendu. J'étais sur la civière qui m'emmenait vers le service, donc je partais d'urgence et je m'en allais. Et j'étais fasciné par le fait qu'il y avait des lumières, bien entendu. Vous savez, les couloirs d'hôpital sont éclairés par des néons, en dessous des espèces de plaques, je ne sais pas comment les décrire. Et donc, j'étais dans cette espèce de chemin de lumière qui était au-dessus de moi, avec ce bruit du chariot, parce qu'il y avait un problème. Et après, j'ai compris un petit peu, parce que les deux infirmières arrêtées devant un ascenseur ont dit « Oui, il y a un problème, ce chariot. » Bon, tout d'un coup, c'est des choses... Mais l'important, c'est que tout d'un coup, alors c'est un texte que j'avais lu et pas vraiment étudié, auquel je m'étais intéressé quelque peu, oui, un grand poème, un des premiers grands textes philosophiques, s'appelle le poème, c'est le poème de Parménide, qui décrit effectivement quelqu'un qui est dans un chariot et qui va comparaître devant la déesse et avec des êtres en blanc qui l'accompagnent. Écoutez, c'est très étrange. Donc j'étais là en train de vivre quelque chose de tout à fait prosaïque, d'être dans un couloir d'hôpital, à regarder un chemin de lumière, et puis j'avais l'impression que j'étais le personnage du poème de Parménide qui allait comparaître devant la déesse. Et quand j'arrive devant ma neurologue, elle s'appelle Théodore, et qui veut dire qui est le don du divin, qui est la présence de la divinité. Donc je suis dans une forme de délire, mais ce délire-là, il est devenu au fond très constructif. C'était pas un délire par lequel je m'éloignais d'une réalité et que j'étais dans une confusion plus grande, mais au contraire, ce délire-là est une façon de reconstruire une trame, une continuité. Et les tableaux de Botticelli qui me sont revenus, c'est des tableaux que j'allais voir quand j'étais enfant à New York, au Metropolitan Museum. Je raconte dans le livre comment finalement je suis venu à connaître ces tableaux. Puis année après année, j'allais régulièrement avec des étudiants à New York, j'allais revoir ces tableaux. Donc ces tableaux sont des espèces de coups de cœur auxquels je suis revenu toute ma vie durant. Et puis curieusement, à ce moment-là, pas curieusement, mais donc fatidiquement, il faudrait dire, à ce moment-là, dans la situation qui était la mienne, ces tableaux me sont revenus pour me tenir compagnie et devenir non seulement des espaces de contemplation, mais des espèces d'articulation qui me permettaient de créer du sens à partir de ce que je vivais. J'irais même aller un peu plus loin dans une autre idée. On vient déjà d'énoncer quelques idées qui étaient un peu folles à propos du rapport entre le cerveau et le temps, mais avec cette idée que quand vous regardez une œuvre d'art, en fin de compte, vous mettez une partie de vous-même dans cette œuvre d'art, et imaginez alors que, éventuellement, un jour, cette œuvre d'art pourrait vous le rendre.
elle va vous restituer à vous-même. Et c'est un peu ce qui est arrivé. C'est pour ça que c'est important que dans ce livre, il y ait les tableaux de Botticelli, de Gérard David, des différents tableaux, différentes donc, œuvres visuelles, mais aussi donc, littéraires, et surtout donc, le poème de Parménide qui est arrivé comme tout d'un coup, comme une espèce de fil conducteur à travers tout ça. Et bien entendu, après ça, donc, j'ai fait cette première petite édition, comme je viens de vous dire, pour les soignants, les gens qui donc... merveilleusement se sont occupés de moi. Mais après, je me suis replongé dans Parménide, j'ai essayé de comprendre mieux qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Et puis, donc, j'ai fait une deuxième édition. J'ai rencontré Guy Champagne, éditeur chez Nota Bene, de façon tout à fait accidentelle, je pense que c'était au mois de mars après. Et puis, comment ça va? On parle de choses et d'autres. Ben, j'ai rassemblé quelques notes, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Et j'ai dit, ben, je suis intéressé de voir ce que ça va donner. Et puis donc c'était formidable. Donc j'avais un lecteur bienveillant, si vous voulez, qui m'a encouragé à mettre ces notes ensemble. Et puis, comme je vous disais à l'instant, il m'a fait la gentillesse de mettre toutes des photos couleurs à l'intérieur du livre, qui est un petit livre habituellement, une petite formule littéraire. Mais c'est très important de réaliser que la facture, donc l'édition elle-même, ne pouvait pas quelque part qu'être autrement parce que la poésie, la peinture, la philosophie, c'est au cœur de cette œuvre-là. Puis c'est drôle parce qu'à un moment où la vie tient à peu de choses, oui. L'essence de ce que vous êtes, le exactement. philosophe, l'artiste... Merci de dire comme ça, parce que c'est ça. Oui, mais moi, j'ai trouvé que... J'apprécie beaucoup votre lecture. C'est ça qui est important de voir. C'est la culture, la peinture, la musique. C'est pas quelque chose en plus. C'est vraiment au cœur de notre vie. Ouais. Et là, c'était même pas une tentative de démontrer cette chose-là. C'est des choses qui s'est imposées à moi. Et donc, j'ai tenté de donner le témoignage, oui. Souvent, en tout cas, dans certains passages, je voyais qu'il y a des gens qui vous disaient « Ah, Michael, c'est un avertissement que tu as eu, peut-être que... » Bon. Est-ce que... puis vous avez un terme que j'ai relevé, c'est une grenade anti-feu. Vous faites référence à votre enfance, à votre grand-mère et tout ça. Est-ce que vous vivez avec une certaine peur? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, la peur, dans ce livre-là, ou à peine. Oui, c'est sûr, il y a toujours une peur des choses, mais plus, comme vous dites, dire merci aux gens qui étaient là autour de vous, les gens qui vous ont aidé, mais aussi à la vie qui est encore là. Oui, parmi des témoignages que j'ai reçus de gens qui ont lu et qui m'ont écrit, d'ailleurs, la réaction pour ça était très importante pour moi, très, très appréciée, mais certaines gens ont souligné le fait qu'il y avait de l'humour. Et de l'ironie et surtout de l'auto-ironie. C'est-à-dire, il y a par exemple, je mets une illustration dans le livre où je suis devenu fasciné après. Donc, je suis à la maison, je ne suis pas encore assez maître de moi-même pour aller au magasin, quelque chose comme ça. Donc, je regarde des YouTube et je regarde des YouTube de clowns. Et puis, j'ai réappris à marcher en regardant des clowns marcher. C'est comme étrange, mais je ne peux pas expliquer. Mais il y a deux clowns qui s'appellent Rudy Lata, qui avaient une façon de marcher complètement, bien entendu, rocambolesque. Et puis, alors, je me suis retrouvé la première fois dans une épicerie, à marcher dans les rayons. Mon épouse n'est pas loin, mais donc je me donne quelques tâches, je trouvais des choses. Et puis, je me prends pour un clown qui recule. Je tourne sur moi-même. C'est extraordinaire, tourner sur soi-même. Et essayez je ne vais pas faire une démonstration là, mais je pense que vous pouvez très bien l'imaginer, comment vous mettez là, puis tout d'un coup, quand on y pense bien, comment on fait pour tourner de bord? Puis là, vous faites ça, puis là, vous trouvez ça absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Mais comment cette chose-là peut devenir à ce moment-là une espèce de moment de ravissement joyeux, c'est joyeux, bouger, le simple fait de bouger, pouvoir bouger, tourner de bord, puis se trouver drôle à le faire. C'est quelque chose quand même qui était une expérience qui fait qu'il ne s'agit pas seulement de l'expérience, je pense que les gens qui nous écoutent l'ont compris, il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé quand j'étais dans la clinique, c'est tout le processus par après, où le livre aussi s'écrivait au fur et à mesure que je fais une promenade avec mon chien, puis il y avait une maison devant laquelle je passais tout le temps, puis c'était une maison bleue, mais là le bleu est devenu tellement quelque chose d'extraordinaire que je restais à regarder le bleu, puis là je me suis intéressé, c'est quoi les couleurs? Et puis au fond, je me suis rendu compte que, vous savez, quand on pense à un mot,
puis qu'on sait qu'un mot, il a une étymologie grecque, par exemple, il a une histoire des mots. Tout d'un coup, il m'est apparu qu'il y avait une histoire des couleurs, puis derrière une couleur, il y a plusieurs couches de signification qui sont sous-jacentes, vous voyez. Donc tout un univers qui est devenu beaucoup plus significatif et multifolié, si vous voulez, qu'il ne l'était. Alors, Michaël Lachance, Une épine empourprée, le prix Récit du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean cette année. On invite les gens, les lecteurs, à lire cette œuvre-là qui est à la fois introspective, mais aussi qui est universelle et qui est surtout pleine de sensibilité. C'est une œuvre, donc, à lire. Merci beaucoup, Michaël Lachance. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci. Très Bonne agréable. suite. Merci.